Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2847,2447 francs congolais. 1 euro équivaut à 3000,7006 francs congolais, 745 francs congolais et un rand sud-africain vaut 157,9281 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2870 francs congolais, 1 euro vaut 2882 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré encore une hausse. Elle coûte 9100,87 dollars américains contre 9010,04 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il est toujours à 24 300 dollars américains. L'once d'or est vendue à partir de 2714,22 dollars américains contre 2651,27 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 70,12 dollars américains contre 68,74 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 10 387 dollars américains contre 8 833 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Il s'agit de la ligne ferroviaire qui relie le nord-est de la Zambie au port angolais de Lobito en passant par la RDC. Il s'agit donc du corridor de Lobito. Quelle sera l'importance de cet ouvrage pour la République démocratique du Congo? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Professeur Godepoy, bonjour. Bonjour Eric. Le projet de Lobito ou de ce corridor a démarré quand ce projet? Bon, il faut d'abord savoir qu'il y a des causes lointaines de ces corridors. Ces corridors s'inscrivent dans la théorie de l'échange international portée par la mondialisation. Au nom de la facilitation des échanges, on doit moderniser non seulement les moyens de transport, mais on doit également créer des raccourcis pour réduire en fait les distances géographiques qui sont considérées aujourd'hui comme étant des éléments perturbateurs du bien-être de la population. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la notion de corridor qui s'est développée de par le monde. Mais à ce qui concerne la République démocratique du Congo, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ils savent que c'est par le port de Lobito que la Gécamine des années 60 et 70 exportait son cuivre. Tous ceux qui ont eu les cours de géographie économique, à l'époque, ces cours-là se donnaient en 5e année des humanités. Moi, j'ai eu un léger avantage d'avoir suivi ces cours-là dans les années 80 à l'Athénée Royal de Kalina avec le professeur Bikoko. Et il insistait là-dessus. C'est une voie de commerce issue de la colonisation. Naturellement, parce que le modèle économique extraverti de la République démocratique du Congo a bel et bien été conçu par les colonisateurs. Parce que nous, qu'est-ce qu'on allait faire des métaux rouges? On ne savait pas les transformer. Donc il fallait avoir des voies d'évacuation rapides. Au départ, c'est un projet qui est construit en Angola. C'est d'abord pour servir l'Angola au départ. Il y a une réalité qu'aujourd'hui, il y a deux grandes puissances. C'est les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que vous allez voir que nous sommes en 2000 lorsque les Américains lancent AGOA et en 2000, la Chine a lancé aussi FOCAC. En fait,
aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme étant les réservoirs des ressources naturelles. Et les deux grandes économies ont besoin de beaucoup d'énergie, parce que l'économie est gourmande en énergie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine, qui est devenue l'atelier du monde, ayant constaté que son économie est très énergivore, la Chine a essayé de conquérir l'Afrique. Et lorsque la Chine vient en Afrique, ce n'est pas comme on dit qu'elle vient pour nous assister. Et la Chine vient nous aider sans nous aider, parce que c'est ça la vie internationale. Les États ne sont pas des institutions caritatives. Donc, lorsqu'on gère un État, c'est pour lui donner la grandeur. Et donc, lorsque la Chine vient en Afrique, c'est pour des raisons fondamentales. Bien sûr, il y en a d'autres. C'est d'abord la conquête des ressources naturelles. Et la Chine est en train de chercher de nouveaux alliés diplomatiques pour régler la question taïwanaise. Et la Chine est en avance en Afrique par rapport aux États-Unis, tout simplement parce que la culture américaine veut que les Américains n'investissent pas dans des pays où il y a une forte corruption. Comme en Afrique. Particulièrement en République démocratique du Congo. C'est ça la raison fondamentale qui interdit aux Américains d'investir directement en République démocratique du Congo. Alors, mais comme ce sont des gens très intelligents, j'entends souvent les gens dire non, aujourd'hui, les mines congolaises sont contrôlées à 80% par la Chine. Et c'est vrai en partie. Comment ça? Lisez l'actionnariat des sociétés des droits étrangers. Vous allez voir que les Américains sont dedans. C'est en fait dans le cadre de la gestion des risques, parce que demandez à tous ceux qui font les consulting au niveau des Nations Unies, les sociétés américaines ne corrompent jamais parce que ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Mais les sociétés chinoises corrompent. Ouais. Mais elles sont cotées aussi en bourse. Les sociétés chinoises sont cotées en bourse. La Chine a développé une intelligence parallèle. Elle combat sérieusement la corruption chez elle, mais en dehors de la Chine, elle se comporte comme tout le monde pour s'adapter aux réalités du pays. Et c'est ça la différence des stratégies. Maintenant, les États-Unis d'Amérique se sont rendus compte que la Chine a cherché à s'adapter aux réalités africaines. Alors, au même moment, la Chine a un projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Et vous allez voir que par ces mécanismes-là, la Chine ne construit pas que des routes, elle achète des ports et ça devient une menace pour les États-Unis. Et lorsque les États-Unis se sont rendus compte que la Chine a engagé un projet qui doit faire un chemin de fer qui part du Grand Katanga jusqu'à Dar es Salaam, c'est ainsi qu'en 2003, lors de la réunion de ce groupe qu'on appelle les G7, que cette initiative a été lancée dans le cadre du Global Gateway. Ils se sont dit, mais comme la Chine maintenant va créer ce chemin de fer qui va relier les Katanga à Dar es Salaam, ils étaient en train de perdre du terrain. C'est ainsi qu'ils se sont réveillés pour dire, mais comme il en est ainsi, dans le cadre du Global Gateway, parce qu'il y a une rivalité réelle, et c'est ça la vie internationale des États. Et ils ont ressuscité à leur tour les projets du port Lobito, une façon de contrebalancer les projets chinois. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on laisse faire les Chinois? Tous les trafics congolais sera orienté vers l'océan Indien. Lorsque vous prenez l'itinéraire de l'océan Indien, cet itinéraire est plus profitable aux États asiatiques. Et n'oubliez pas que maintenant, le lithium congolais suscite les appétits de la communauté internationale et c'est lui qui peut s'approvisionner facilement en cette matière stratégique risque de contrôler le monde. C'est de la géopolitique, c'est de la géostratégie, mais c'est également de la géoéconomie qui débouche sur la géoconfluence. Et donc, quand vous regardez bien la géographie, vous verrez que les transactions commerciales qui passent par l'Atlantique profitent davantage au regard des distances géographiques à l'Europe. Et donc, c'est dans ces contextes-là que les États-Unis se sont levés. Vous allez voir que sur les 1,6 milliard, à une seule île de bourse, au moins 500 millions de dollars, c'est parce qu'ils tiennent que les projets avancent. Mais ce qu'il faut dire qu'au-delà de cet affrontement géostratégique entre la Chine et les États-Unis, en économie, il y a ce qu'on appelle des externalités positives. Ce sont des effets propagateurs. Donc c'est vrai qu'ils le font pour leur intérêt, mais nous allons bénéficier de ces effets d'entraînement, tout simplement parce que lorsque vous regardez la distance, Kolwezi-Dar es Salaam, c'est autour de
300 km. Par contre, Kolwezi-Lobito, c'est autour de 1100 km, donc 1000 km de différence. Et les temps en matière du négoce international est très déterminant, c'est-à-dire que celui qui va passer par le port de Lobito gagnera au moins 1000 km. Et ensuite, il faut bien lire la géographie africaine. Vous allez voir que l'itinéraire de Dar Salam génère du temps improductif pour nous, parce que c'est comme si, quand vous quittez les Katanga, au lieu de monter directement vers l'Orient et l'Occident, vous faites en fait un contour et ça génère du temps improductif. Donc du coup, nous allons gagner aussi du fait de la fluidité du négoce international. C'est pour dire que ces projets ne profitent pas qu'aux Américains, mais nous allons aussi en profiter. Mais ça sera plus les sociétés minières qui vont exporter leurs marchandises. Le trésor public congolais gagnera quoi? Parce que ce sont d'abord les privés. Nous sommes une économie extravertie, Eric. Donc rien que la fluidité des flux commerciaux élargit l'assiette fiscale à ce qui concerne la fiscalité des ports. Donc la DGDA aura des recettes. Entre autres, et tout ce qui va avec, l'OCC, OGFREM et j'en passe des meilleurs. Ça sera la DGDA qui va doubler ces assignations. Naturellement, lorsque les finances publiques se portent bien, à ce moment-là, nous pouvons penser aux nouveaux investissements, ainsi de suite. Le deuxième avantage, c'est que les routes de l'espace Katanga ne seront pas très sollicitées comme par le passé. Et du coup, ça va contribuer à l'amélioration de notre voirie. Et le chemin de fer ne va pas transporter que les minéraux. Regardez un peu l'axe, c'est Kolwezi, Dilolo, et en passant par ces villages-là, il y a quelques produits agricoles qui traînent. Ça peut ramasser également cela. Bon, c'est vrai que ça va permettre aussi aux Zambiens, comme ils sont civilisés sur le plan agricole, d'envahir encore nos marchés. Mais si nous-mêmes, nous commençons à exploiter la terre, nous aurons la possibilité également de faire passer certains produits agricoles du Katanga en Angola. C'est de l'intelligence économique. Mais il n'y a aucune transformation de l'environnement, de l'espace, des villes, par où traversera... Non, mais naturellement, lorsqu'on construit les chemins de fer, ce sont des gares qui naissent, ce sont des emplois qui se créent. Et du coup, ça revitalise les activités commerciales. C'est plus l'Angola qui va gagner dans cette affaire, puisque c'est le plus long trajet. Bon, moi je voulais d'abord vous rappeler, les principes économiques n'ont pas de parti. Donc vous allez voir que l'Angola a plus d'ouverture à l'océan que nous. C'est un avantage comparatif. Et ils ont cette facilité-là d'avoir des ports en eau profonde. Mais ici, la question que nous devons nous poser, ce n'est pas seulement de savoir ce que l'Angola va gagner, mais nous devons également réfléchir, c'est ce que nous allons gagner du fait de la fluidité des flux commerciaux, et nous devons maintenant réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous aussi nous pouvons offrir à l'Angola. Mais il faut toujours tenir compte de la gestion des risques. C'est pour cela que vous avez vu dans mon tweet, j'ai apprécié les projets, mais j'ai également fait une suggestion sur une voie autonome qui peut nous permettre de garantir nos intérêts géoéconomiques dans les concerts des nations. Et lorsque vous regardez l'évolution du chemin de fer en République démocratique du Congo, ça part de Lubumbashi, il est beau, mais on peut réhabiliter les chemins de fer sur les tronçons il est beau Kinshasa. Qui va réhabiliter? Mais ça, c'est la République démocratique du Congo. Donc nous n'allons pas continuer à faire la manche. Nous étions dans ce projet depuis longtemps, le projet port en eau profonde, réhabilitation des infrastructures ferroviaires, mais jusque-là, ce n'est pas concrétisé. Oui, il faut d'abord connaître pourquoi les ports en eau profonde, ce projet a traîné. Donc, l'économie marche avec la politique. Si vous descendez dans le Congo central, nos frères né Congo considèrent que les ports de Matadi, les ports de Boma et de Banana, c'est vraiment la Gécamine pour cet espace-là. Mais ce projet était entré en collision avec un autre projet panafricain dans le cadre de ce qu'on appelait le NEPAD. Le port Outraille. Oui, avec les NEPAD, donc les nouveaux partenariats pour le développement
développement en Afrique. Donc, il y a déjà un traçage qui a été fait pour qu'on puisse jeter les ponts entre Kinshasa et Brazzaville. Et lorsque vous jetez ces ponts, vous passez par Oyo et ça vous connecte directement au port de Pointe-Noire. Alors, dans ces contextes-là, aucun investisseur sérieux ne pouvait accepter de venir encore soutenir le port de Banana. Le port de Banana. Et vous allez constater que même dans le port de Lobito, la BAD contribue également. Donc la BAD, c'est la branche africaine de la Banque mondiale. Dieu merci, le président de la République s'est imposé pour dire qu'avant de continuer le projet, parce que là, n'oubliez pas que la première pierre a été déjà posée, il faut d'abord qu'on en finisse avec le port de Banana. Mais quel est l'avantage de construire les tronçons Ilebo-Kinshasa? À ce moment-là, nous aurons deux pistes. Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa, et lorsque les chemins de fer arrivent à Kinshasa, on les connecte au tronçon Kinshasa-Matadi. Matadi, ok. Alors, à ce moment-là, il s'agit du développement endogène. Lorsque le train va traverser toute la République, ce train va ramasser tous les produits agricoles qui traînent et ça va nous faire entrer dans une pente de logique productive. Quand ceux qui habitent les villages verront que la demande est devenue importante parce que tous ces biens seront évacués vers les grands centres de consommation, ça va stimuler davantage les activités agricoles. On peut évacuer aussi le minerai. Donc, naturellement, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est pour des raisons stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la reconfiguration de la carte mondiale. Nous ne pouvons pas que compter sur des projets intégrateurs de portée mondiale ou régionale. Parce qu'un jour, on peut entrer en conflit avec la Zambie, avec la Tanzanie, avec l'Angola, peut-être avec Brazzaville. C'est que nous ne souhaitons pas. Donc l'avantage, c'est que pendant que les Américains, parce qu'ils ne sont pas seuls dans ce programme-là, ils sont ensemble avec les Européens, pendant qu'ils sont en train de travailler, maintenant nous devons imaginer comment relier Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa. Et à Kinshasa, on doit créer maintenant des branches. Donc on connecte les mêmes chemins de fer. Au tronçon Kinshasa-Matadi, on prolonge vers Boma et jusqu'au port de Banana. Donc ça nous permet déjà, nous avons la possibilité, nous-mêmes à ce moment-là, d'évacuer nos matières premières en traversant la République démocratique du Congo. Mais le chemin de fer interne ne va pas servir qu'à l'évacuation des matières premières, ça sera des produits agricoles et d'autres activités qui vont avec. Mais comme vous le savez que l'homo economicus, il maximise ses profits et minimise les coûts. Donc, chaque opérateur économique va utiliser la voie qui lui semblera être la plus rapide. Mais ici, la raison pour laquelle j'interviens, c'est que nous ne devons pas nous déconnecter du monde. Les NEPAD, c'est vital pour l'Afrique et même pour notre pays. Les ports de Lobito, je vous ai fait voir qu'il a aussi des externalités positives, mais sur le plan stratégique, nous devons tout faire pour que les chemins de fer Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa ne soient pas seulement connectés au pont rail Kinshasa-Brazzaville, mais que ça soit également connecté au chemin de fer Kinshasa, Matadi, Boma et Banana. À ce moment-là, nous devenons en quelque sorte autonomes. Quel est le problème? Pourquoi, parmi les raisons qui ont fait que les gens n'étaient pas très intéressés au projet du port de Banana, au-delà des préoccupations de la communauté internationale, c'est également la rentabilité. Parce que vous allez voir que à l'arrivée, les navires allaient apporter une grande quantité de marchandises. Mais ces bateaux devaient repartir avec quoi? Parce que là, ça sera des gros navires. Et lorsque les gros navires accostent à Pointe-Noire, ce n'est pas parce que les transporteurs ne nous aiment pas, non. Il y a un problème de tirant d'eau. Donc, lorsque vous êtes à Pointe-Noire, les tirants d'eau vont jusqu'à 16 mètres et même au-delà. Mais lorsque vous êtes au Congo, ça ne dépasse pas 12 mètres. Et c'est ce qui fait que les gros porteurs ne peuvent pas accoster à Matadi à Boma. Donc il faut passer par Banana. Or, notre façade maritime n'est que de 37 kilomètres. Alors l'avantage maintenant d'encourager aussi l'axe Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa, Matadi, ça sera maintenant doter la Libye aux transporteurs qui se disaient mais lorsque nous allons accoster au port de Banana, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que c'était cela en fait les problèmes liés à la rentabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour réhabiliter cette ligne de Lubumbashi, Ilebo? Très simple. Le monde a connu des méthodes de développement. L'Occident s'est développé par les circuits bancaires. C'est ainsi que vous avez vu même que pendant la Covid, ils ont dit s'endetter à la hauteur de 750 milliards d'euros. Et cette dette sera remboursée jusqu'en 2058. Donc si quelqu'un vous dit que la RDC est surendettée, le problème c'est lui et non la RDC.
Mais il y a la deuxième méthode de développement qui est appliquée par les pays asiatiques, c'est les partenariats publics-privés. Et je connais une société allemande qui a déjà mené des études pour interconnecter tous les territoires nationaux et tout au plus ça coûte 50 milliards de dollars. Et ça, ce sont des partenariats publics-privés, c'est faisable. Qu'est-ce qui bloque? La difficulté, c'est qu'il y a trop de commissionnaires au Congo. Donc les gens ne connaissent pas comment le monde évolue. Demandez à tous ceux qui sont engagés dans la vie économique internationale, les multinationales ne corrompent pas les gens. Mais lorsqu'on arrive dans un pays, on n'a pas encore commencé le projet, vous demandez 10%, vous demandez 3%. Pas de porte. Oui, ces gens-là se retirent. Vous pouvez le vérifier auprès de mon ami Gabi Chabani que je salue. La société allemande est prête avec au moins 50 milliards de dollars pour faire l'interconnexion de la RDC, ça concerne les Le blocage se situe à quel niveau? Au niveau du gouvernement? Non, je suis au niveau des principes. Pour le moment, vous avez posé la question de savoir où trouver l'argent. Je vous ai dit les PPP. L'émergence passe par l'intelligence. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. C'est dans les mêmes sillons d'idées que j'ai initié des propositions de loi pour permettre aux compagnies aériennes de la RDC de bénéficier des privilèges attachés à la Convention du Cap. Une fois ces deux lois votées, vous verrez la flopée d'avions en République démocratique du Congo. La garantie viendrait de? La garantie sera obtenue par les mécanismes établis par l'OCDE sur le plan international. Et nous, on ne déboursera rien. On va avoir ces avions en leasing pendant qu'on sera en train d'exploiter et on sera en train d'acheter. Ce projet interne, chemin de fer, Lubumbashi, Kinshasa, ainsi de suite, est-ce que ça ne sera pas bloqué quelque part parce que la Chine voudrait que le corridor vers Dar es Salaam soit utilisé, les États-Unis voudront bien que ce soit Lobito? Non, ça c'est pour les exportations. Oui. Mais l'interconnexion, ça c'est pour nos provinces. Et si on doit exporter également, faire passer les minerais par cette voie ferrée jusqu'à l'Atlantique? Libre aux opérateurs économiques d'emprunter la voie qu'ils veulent. Libre. Et vous savez aujourd'hui avec le terrorisme, vous savez ce qui se passe maintenant là, depuis que les Houthis ont envahi le canal de Suez. Aujourd'hui, il y a des navires qui quittent le nord, qui longent l'océan Indien. Ils vont jusqu'à contourner à partir de l'Afrique du Sud et reprendre l'océan Atlantique. Et si nous le faisons, nous sommes au centre d'Afrique. Un consortium suisse lié au groupe Trafigura a déjà acheté les droits d'exploitation de la ligne pour 30 ans. Le Lobito Atlantic Railway espère pouvoir faire transiter d'ici 2035 jusqu'à 3 millions de tonnes sur ces rails et relier la mine au port en 8 jours. Alors, la RDC va gagner dans ces 3 millions de tonnes, bien sûr. Je vous ai dit, il y a des effets propagateurs. Donc, plus la distribution est rapide, plus il y aura des recettes pour les entreprises, plus il y aura des flux commerciaux. Donc, au niveau des flux commerciaux, c'est l'assiette fiscale des douanes qui va s'élargir. Et lorsque ces entreprises vont vendre à l'étranger, comme la livraison se fait rapidement, il y a plusieurs possibilités de renouveler des stocks. Ça aura de l'incidence sur l'IBP, qui sera transformé en impôt global à partir de 2026. Et la République va gagner par des externalités. Mais lorsque nous évoquons la stratégie autonome, c'est pour des raisons géostratégiques. Donc, dans ce cas, la RDC a intérêt à adhérer rapidement au mécanisme d'échange d'informations de l'OCDE. Naturellement, c'est comme ça que le monde fonctionne. Avec ce projet de Lobito, est-ce que la RDC, qui est en partenariat avec la Zambie pour la construction d'une usine pour la fabrication des batteries, est-ce que ça n'est pas l'occasion pour attirer les investisseurs pour installer les usines? Mais c'est ce que je vous ai toujours dit, ceci, qu'en économie d'entreprise, lorsque vous voulez créer une entreprise, vous devez tenir compte des deux proximités. La proximité des intrants et la proximité des clients. Je vous ai dit que le lithium attise les appétits de la communauté internationale. Ces multinationales ont intérêt de venir s'installer en République démocratique du Congo pour avoir la proximité des intrants. Et d'après les études qui ont été menées par Brobeck, lorsque vous voulez fabriquer les précurseurs des batteries, aux États-Unis, les coûts d'investissement, c'est 117 millions de dollars. En Chine, c'est 112 millions de dollars. En Pologne, c'est 65 millions de dollars. Et en RDC, c'est seulement 39 millions de dollars. Mais si ces gens-là sont assurés de l'évacuation rapide, mais ils viendront. Et lorsque les multinationales s'installent chez vous, ça voudrait dire qu'on dit halte aux guerres récurrentes. On a suivi également le président Tshisekedi au cours de cette réunion avec ses homologues de Zambie, de l'Angola et le président américain Joe Biden. Il a dit que la stabilité dans l'est de l'RDC est essentielle pour le succès de ce projet.
Mais il n'y a pas de guerre dans le Congo-Katanga? Je voulais d'abord vous dire que Montesquieu disait que l'effet naturel du commerce c'est de porter à la paix. Ça, c'est le premier élément. C'est pour vous dire que lorsque la Zambie sait que son cuivre peut passer par la RDC et être vendu rapidement, les jours où nous sommes attaqués par instinct d'intérêt, la Zambie va coaliser avec. Mais ce chemin de fer va multiplier les investissements en République démocratique du Congo pour des raisons que je venais d'évoquer. Donc la proximité du lithium. Et les multinationales font partie des acteurs des relations internationales. Et quand les multinationales s'installent, c'est une sécurité pour les pays hôtes. Donc le président n'a pas eu tort. Les Américains ne vont pas accepter de venir investir au Congo et continuer à favoriser des guerres pour que leur investissement ne puisse pas rapporter. Et d'ailleurs, je vous le disais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la renaissance de la guerre froide. Donc la guerre là va s'arrêter, le Rwanda va se retrouver ridicule. C'était une guerre provoquée du fait de la fin de la guerre froide. Maintenant que la guerre froide rentre, pas maintenant en opposant les États-Unis à la Russie, mais en opposant des blocs, les États-Unis et leurs alliés, la Chine et ses alliés, mais ça va s'arrêter. Parce que les États-Unis ne prendront pas les risques de multiplier les ennemis dans tous les pays du monde. Qui va gagner dans cette affaire de Lobito? Les États-Unis ou la Chine? Ceux qui voudront exporter vers l'Asie, ils vont préférer l'océan Indien. Mais tout en sachant qu'il y aura au moins 1000 km de route à faire. Vous comprenez? Plusieurs semaines. Oui. Donc, c'est la position géographique de l'acheteur qui va justifier la route à emprunter. Moi, j'ai fait cette petite gymnastique-là d'accéder à l'actionnariat de presque toutes les multinationales qui évoluent chez nous. Vous verrez qu'on va vous dire que c'est une société de droit canadien, c'est chinois, mais lisez l'actionnariat. Les Américains sont voilà. La Tanzanie a été associée. Pourtant, la Tanzanie n'est pas intéressé par rapport à ce projet de lobby? Non, mais c'est la même ligne. Donc, le point de jonction, c'est Kolwezi. La Tanzanie va perdre en termes de trafic? C'est la position de l'acheteur qui imposera l'itinéraire. Les Américains n'agissent pas au hasard. Donc, avec tout ce qui se passe là, donc cela voudrait dire aujourd'hui que ces navires-là qui prennent l'océan Indien, au lieu d'aller jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'il y a un problème de gestion des ports. Les ports sont généralement, les ports africains n'ont pas la capacité d'accueillir tous ces gros tonnages. À ce moment-là, il y aura plusieurs voies. Les autres peuvent continuer vers l'Afrique du Sud, mais les autres peuvent passer par la Tanzanie et ressortir vers Lobito. C'est cela la mondiale, ça. 427 km au niveau de la RDC qu'on doit réhabiliter. Les États-Unis et ses partenaires qui vont... Naturellement. financer. Je vous ai dit que les États-Unis apportent, sur les 1,6 milliard, les États-Unis apportent 500 millions. La BAD, donc c'est la Banque mondiale est dedans. L'Union européenne est dedans dans le cadre du Global Gateway. Le Congo n'apporte rien. Que bénéficiaire. Nous avons apporté notre terre. Mais au moins dans les ponts rails, nous allons contribuer. Avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, à 3 semaines de la fin de l'année 2024, les poissons chinchards sont toujours introuvables à Kinshasa. Les commerçants vont en acheter au Congo-Brazzaville. Écoutez cette dénonciation d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa. Les chinchards sont toujours rares et ça coûte cher. On achète le carton de 30 kg à 79 à 97 $ à Brazzaville. Les importateurs se plaignent des multiples taxes à payer. Que le gouvernement puisse revoir les montants à payer. Est-ce normal qu'on achète les vivres à Brazzaville? Les chinchards ne sont pas les seuls vivres à disparaître. Les poulets sans emballage aussi deviennent rares. Les prix des poissons salés aussi sont revus à la hausse. Le carton est à 65 $, il était à 62 voire 63 $. Le kilo est à 23 000 francs congolais. La semaine passée, il coûtait 22 000 francs congolais. Les cuisses de poulet coûtent 23 $ le carton. Les tripes sont à 28 $ le carton. Il était à 24 $, voire 25 la semaine dernière. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Il était à 10 000 francs congolais. Les poissons mungusu sont très rares. La viande de bœuf est revue à la hausse. Le carton coûte 125 $. Il était à 110 $ dernièrement. Le kilo coûte 20 000 et 22 000 francs congolais. Il y a deux qualités. Les pieds de porc sont à 20 $ et 22 $ le carton et le kilo est à 7 500 francs congolais. Les côtes de porc de bonne qualité sont introuvables. La rareté des vivres frais inquiète la population.
Les prix ne baissent toujours pas, malgré les informations du gouvernement. Les denrées alimentaires ne font qu'augmenter en prix. Les chinchards sont invisibles et chers que le gouvernement prenne des mesures fortes. 12 000, 13 000, 12 000, 10 000. Gouvernement Certaines denrées alimentaires de première nécessité ont gardé les prix de la semaine passée comme le riz. Le sac de 25 kg coûte 75 000 francs. La mesurette ou copeau coûte 2 000 francs. La semoule varie entre 58 et 76 000 francs, c'est selon la qualité. La mesurette coûte 4 000 voire 4 500 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs depuis plusieurs semaines. Une mesurette ou copeau de haricots varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Les prix sont restés les mêmes depuis des semaines. Un sachet de sucre coûte 19 000 francs. Un seau de cosette de manioc coûte 18 000 francs comme la semaine passée. Une mesurette ou écolo de maïs est à 2 500 voire 3 000 francs comme la semaine passée. Le pain est à 500 francs depuis des mois. Une botte des épinards est à 2 000 francs. Celle de feuilles de manioc est vendue à partir de 2 000 francs congolais. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Un kilo de pommes de terre coûte 3 500 francs congolais au grand marché de Kinshasa. Un tas de bananes plantains coûte 5 000 voire 7 000. Le tas de 3 000 francs congolais s'est fait rare cette semaine. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 26 voire 30 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Celui d'huile de palme varie entre 18 et 22 000 francs congolais. Une chikwang coûte 1 000 francs. Un tas de safou varie entre 3 000 et 5 000 francs. Un tas de mangoustons coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Une mangue est vendue à partir de 300 francs congolais depuis plusieurs semaines. 4 grillons ou makelele sont à 1 000 francs congolais. Merci Béron Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, rapidement, on amorce l'atterrissage, quelques questions avant de nous séparer. D'abord professeur, vous suivez le panel de la ménagère, les prix galopent, le gouvernement a dit calmez-vous, les prix vont baisser d'ici la fin de l'année, donc c'est bon, il y a eu cette réunion avec les opérateurs économiques, c'est bon, on va voir le prix des cartons de chinchards, le prix de cartons de poulet baisser sensiblement d'ici la fin de l'année. Eric, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que vous rendez à votre pays, ainsi que l'ensemble de tous les personnels de cette grande chaîne Top Congo. Il y a 2-3 semaines, nous avons fait une émission avec vous, nous avons dit au gouvernement qu'il cesse de traiter les opérateurs économiques comme des élèves. C'est ça le vrai problème qu'il y avait entre le gouvernement et les opérateurs économiques. C'est cette gestion par défi. Mais vous savez la bonne nouvelle ? Quelle bonne nouvelle ? Non, le gouvernement a finalement approché les opérateurs économiques. C'est déjà un pas, mais cela ne suffit pas. Le gouvernement doit affiner ses politiques économiques. Lorsque vous avez un taux d'échange qui est déconnecté au taux d'inflation, ça veut dire que vous déraisonnez. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez stabilisé la monnaie pendant que au marché, les prix ne font que grimper. Je félicite déjà le gouvernement pour cette première étape, mais tout ce que nous leur demandons, qu'il cesse avec la stabilisation artificielle de la monnaie, qu'il puisse lever les gels des dépenses vitales, notamment la rémunération, qu'il négocie avec les opérateurs économiques, qu'on instaure des contrôles drastiques. Vous allez voir que ça va s'améliorer. On parle de l'embouteillage à Kinshasa, la solution n'est pas encore trouvée. Ma contribution, parce que j'ai vu même à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur les embouteillages à Kinshasa. Je n'ai jamais dit, moi, que je suis plus intelligent que les autres. Mais je suis très allergique aux choses mal faites. Pour parler des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il faut connaître Kinshasa. Kinshasa, votre ville, est bâtie sur une montagne. C'est pourquoi nous, quand on était enfants, tous ceux qui habitaient Ypen et consorts, Pigeon, on les appelait Banamontikil. C'est de la géographie de cette ville. Donc cette ville est sur une pente. Les colonisateurs, en construisant, ils avaient fait cela pour faciliter l'évacuation des eaux vers le fleuve. Et Dieu est dans cette ville a au moins 20 rivières qui ramassent les eaux et qui sont des affluents du fleuve Congo. Mais quel est le problème? Ces rivières ne sont pas curées. Et du coup, lorsqu'il y a de fortes pluies, les rivières quittent leur lit, créent des inondations. Or, le plus grand ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Donc, lorsque le problème, il est d'abord naturel. Le deuxième élément, comment les gens peuvent vous dire qu'ils veulent combattre les embouteillages à Kinshasa et ne connaissent même pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa? Les réseaux routiers de la ville de Kinshasa, c'est 3850 km. Il n'y a que 800 km qui sont asphaltés. Comment les gens peuvent dire qu'ils veulent assainir la ville de Kinshasa pendant qu'ils ne connaissent pas les déchets que produise la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa produit chaque jour en moyenne 30 000 tonnes de déchets.
Pour évacuer ces déchets, il faut $30 par tonne. C'est-à-dire que chaque jour, la ville doit débourser au moins $900,000 pour évacuer les déchets. Ça, ce sont des choses que les gens doivent connaître. Mais dans leurs rapports, vous ne trouvez rien de tout ça. Et comme si on était dans un envoûtement collectif, il y en a même qui disent non, il faut diviser Kinshasa en 4 villes. Mais j'ai dit, c'est la folie. Votre ville a 9,965 km². La commune de Maluku, elle seule, occupe 7,984 km², c'est-à-dire pratiquement 8,000 m². Donc, cela représente 79% de la superficie. Mais ces gens qui vous disent qu'il faut diviser la ville en 4 parties, vous allez diviser quoi? La commune de Maluku est inhabitée, vous allez diviser ça en villes pour gouverner les crapauds et les serpents? Qu'est-ce qu'il faut? Pour mettre fin à cette aventure, qu'on arrête les gens du ministère des Infrastructures, du ministère des Finances, de l'Office des routes, de l'OVD, qui sont impliqués dans les détournements de l'argent affecté à la construction des routes. Qu'on ravisse leurs maisons, on va hypothéquer ces maisons auprès des banques. Dans 1 mois, on va construire des routes internes. Et cette affaire va s'arrêter. Et les inondations? S'agissant des inondations, il faut que les curages soient récurrents. Je sais, je ne veux pas dire que nous n'avons fait que de bonnes choses, mais constatez quand même qu'à notre époque, il y avait moins d'inondations que maintenant. Triomphal était inondé. J'ai dit ceci, pas dans les mêmes proportions. Pas dans les mêmes proportions, mais vous n'avez rien fait pour mettre fin à ces inondations. Non. Pour mettre fin, c'est un travail. Quand vous voyez les gens balayer les routes chaque jour là, c'est ça le travail. L'assainissement, ça ne se fait pas après un trimestre. Et les constructions anarchiques? Donc, naturellement, je veux une bonne question. J'ai vu des gens qui disaient que ce sont les constructions anarchiques qui amènent ça. Je suis d'accord. Et nous, en 2019, nous avons fait un rapport là-dessus. Vous savez quoi? Les immeubles qui ont bouché les égouts de Kinshasa appartiennent à 80% près à ceux qui insultent le président de la République aujourd'hui. Nos anciens dirigeants qui n'ont pas fait que des mauvaises choses. Là où je regrette, c'est que même aussi dans le régime actuel, il y en a qui sont en train de construire ici les fleuves. Allez, si les archives sont bien gardées au niveau de la ville de Kinshasa, vous verrez les rapports que nous avons adressés au gouvernement central. Si cette affaire de construction anarchique, nous avons proposé des solutions. Soit on casse tout, soit on refait les égouts. Refaire les égouts, ça coûte les idées de la tête. Dans la ville de Kinshasa, l'exécutif provincial n'a pas le pouvoir de démolir les constructions anarchiques. Il faut d'abord qu'il y ait un arrêté du ministre national de l'urbanisme. Donc que les gens viennent parler des embouteillages de la ville de Kinshasa sans connaître même le nombre de véhicules qu'il y a dans cette ville. En 2019, lorsque nous arrivons à la tête de cette ville, la ville de Kinshasa avait 650 000 véhicules. Avant notre départ, oui, on était à 1,3 million. Mais le travail d'assainissement de la ville de Kinshasa doit se faire avec méthodologie. On parle de Métrokin vers Mondjiba, les affaires foncières qui construisent le secrétaire général à côté des rails. Non, mais je vous dis, c'est ça le problème. Dans les plans que nous avons laissés, avec le projet Métrokin, nous devons construire pour cette ville un chemin de fer long de 300 km. Et c'est surprenant que pendant qu'on est en train de faire cela, l'État est en train de construire et d'inaugurer des maisons dans le même périmètre que les chemins de fer. Donc nous avons un problème dans ce pays. Mais avancez lorsque vous dépassez les ponts d'Ag-Maréchal, Veritex, on est en train d'enlever les chemins de fer pour construire un supermarché. Est-ce que nous sommes encore des hommes normaux? Nous sommes en pleine décentralisation. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut créer une agence nationale qui doit gérer les assainissements. Est-ce qu'ils lisent la Constitution? Si on donne suffisamment de moyens à la rasquine ici, avec plus de discipline, ça va marcher. Vous êtes pasteur, vous suivez à l'église, chantez contre les détourneurs et dansez. Pourquoi? Je ne fais que ça pendant toute ma vie. Je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai appris la théologie des libérations. Et ça fait quoi? Ça va changer quoi? Danser, chanter Je ne sais pas. On me dit qu'il y a mon ami le professeur Carlos que je salue. Il m'a dit que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de mille à la matière. Donc ça va changer. Plus on en parle, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et encore une fois de plus, je maudis tous ceux qui volent l'argent de la République démocratique du Congo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les vrais sorciers de la RDC, ce sont ces gens qui volent l'argent de la République. Lorsque vous volez l'argent de la construction de routes, vous savez combien de problèmes vous créez aux gens? Les véhicules des gens vont tomber régulièrement en panne. Dans ces embouteillages, vous savez combien de gens souffrent avec des maladies? Avec ces embouteillages, comment les diabétiques vont vivre dans des moyens de transport en commun? À cause d'une centaine de personnes? Non. Vous n'avez pas réussi à faire arrêter certains? Ah, mais beaucoup, non. Tous ceux qui étaient, donc je ne vais pas. Avant de partir, vous n'avez pas fait arrêter les gens.
tous ceux qui étaient sous ma direction ont fait la prison. Et j'ai rêvé un jour, que les gens le veuillent ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de réunions que les politiciens tiennent contre moi. Lui, on ne doit pas lui donner des postes parce qu'il critique le vol. Dieu va vous imposer Godé dans ce pays. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Godé Poyi. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation GD Économie. Merci beaucoup, Eric. Le plaisir est partagé. Je voulais dire à ceux qui nous ont suivis que lorsque nous crions, ce n'est pas que nous sommes fâchés, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas une voix qui porte. Et ceux qui ont aimé l'émission et ceux qui n'ont pas aimé, que Dieu puisse les bénir et maudire les voleurs de la République. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambagou. À très bientôt.